Nous continuons avec la série consacrée à l'univers expliqué à mes petits-enfants de Hubert Reeves. Nous sommes au 3e épisode. Dans le dialogue qu'il a avec sa petite fille, elle lui pose des questions, comme celle-ci, concernant de quoi sont faites les étoiles. Elle lui dit: tu m'as dit que les étoiles sont très loin, mais qu'elles ont joué un rôle important dans notre existence, ici, sur la Terre. Moi, je ne vois que de petits points lumineux. Comment peut-on savoir de quoi elles sont faites? Et comment ont-elles pu contribuer à notre vie? Pour répondre à ta question, je vais revenir sur des notions qui te sont peut-être déjà familières. On va parler d'atomes et de lumière. Oui, grand-père, j'ai appris des choses à ce sujet, mais je ne comprends pas très bien. Explique-moi et fais comme si je ne savais rien du tout. Entendu. On recommence à zéro. Regarde autour de toi. Tu perçois un grand nombre de substances différentes. La terre et les pierres qui forment le sol où tu marches, l'eau que tu bois, l'air que tu respires, ta nourriture, les fruits et les légumes, et aussi ton corps que tu sens. Une des plus grandes découvertes de la science a été de montrer que toutes ces substances, si nombreuses et si différentes, sont en fait des combinaisons de petites particules qu'on appelle les atomes. Ils portent des noms que tu connais: l'oxygène, le carbone, le fer, le chlore, le sodium, l'hydrogène, l'hélium, le plomb, l'or, etc. Il y en a environ une centaine. Je t'en donne quelques exemples. L'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène. Le sel de table, de chlore et de sodium. Les pierres sont surtout constituées d'oxygène, de silicium, de fer et de magnésium. Ton corps, c'est essentiellement de l'oxygène, du carbone, de l'azote et de l'hydrogène. L'air que tu respires, c'est surtout un mélange d'oxygène et d'azote. Cette idée que les substances que nous percevons sont des combinaisons d'atomes date déjà de plus de 2000 ans. Elle a été proposée par des philosophes grecs comme Démocrite et Lucrèce. Mais c'est au XVIIIe et XIXe siècle que les chimistes ont pu démontrer sa validité. Grand-père, tout ça c'est sur la Terre. Est-ce pareil pour les étoiles et les planètes? Comment savoir si le Soleil est fait d'atomes comme nous? Il est si loin, et les atomes sont si petits. Pour te répondre, il faut maintenant que je te parle de la lumière et des couleurs. Commençons avec les lampes fluorescentes utilisées dans les enseignes lumineuses de publicité. Il y a bien sûr le rouge, qui est émis par des atomes d'hydrogène enfermés dans des tubes en verre. Il y a encore le jaune des lampes, qui éclaire les tunnels routiers et qui contient du sodium, le violacé des lampes à vapeur de mercure. Mais grand-père, comment fait-on pour que ces atomes émettent de la lumière? Quand on donne de l'énergie à un atome, par exemple en lui envoyant de l'électricité, il s'en débarrasse en émettant de la lumière. Chaque variété d'atomes émet une lumière composée de couleurs particulières. L'hydrogène s'illumine surtout en rouge, le sodium en jaune, le mercure en violacé. Ces couleurs constituent une sorte de signature qui permet de les reconnaître. Et cela où qu'ils soient, sur la Terre ou dans l'espace, et même aux confins de l'univers. Et alors, grand-père, c'est en observant les couleurs des étoiles qu'on peut reconnaître leur composition? C'est génial! Qui a eu cette idée? C'est un astronome allemand, Joseph von Fraunhofer, qui réalisa pour la première fois en 1811 l'analyse de la lumière du Soleil. On y a retrouvé la signature d'une grande variété d'atomes différents, de l'hydrogène, du calcium, etc. Donc, le Soleil est comme nous composé d'atomes.
Ainsi en est-il des étoiles, des planètes et de tous les astres observés dans l'univers. On y retrouve chaque atome que nous connaissons, et seulement ceux que nous connaissons. On n'a pas observé dans le ciel de variétés d'atomes qui seraient inconnus sur la Terre. Tu entrevois l'importance de cette découverte. Grâce aux couleurs des lumières que nous recevons dans nos télescopes, nous pouvons connaître la composition atomique de tout ce qui brille dans le ciel. Pour la petite histoire, vers la même époque, un philosophe français, Auguste Comte, incluait dans une liste de découvertes selon lui impossible la connaissance de la composition chimique du Soleil. Et comme quoi, il ne faut jamais dire « c'est impossible ». De quoi se chauffe le Soleil? J'ai tenu à venir ce soir avant le coucher du Soleil. Tu m'as dit que tu voulais me poser d'autres questions à son sujet. Profitons de sa présence avant qu'il ne disparaisse. Mais grand-père, j'aimerais savoir depuis combien de temps il existe comme cela dans le ciel et comment il arrive à produire tant de lumière et de chaleur. Ce sont des questions que les hommes se sont posées pendant des milliers d'années. Mais on ne connaît les réponses que depuis environ un siècle seulement. C'est tout récent. Je vais d'abord te donner ces réponses et je te dirai ensuite comment on les a trouvées. C'est toujours intéressant de revenir sur le passé et de raconter comment les problèmes se sont d'abord posés avant d'en trouver les solutions. Le Soleil se chauffe à l'énergie nucléaire, tout comme les réacteurs qui sont une importante source d'énergie électrique dans plusieurs pays. Il brille depuis plus de 4,5 milliards d'années. L'histoire de cette découverte commence par les études des géologues au XVIIIe et au XIXe siècle. En fouillant les strates du sous-sol, ils ont extrait des restes fossiles de plantes et d'animaux qui vivaient il y a des centaines de millions d'années. Comme la vie a besoin d'une source de chaleur permanente, cela prouve que le Soleil brillait déjà dans ces temps reculés, ce qui a évidemment entraîné des questions. Quelle pouvait être la source d'énergie qui permettait à notre astre de produire tant de chaleur depuis si longtemps? Comment arrivait-il à briller sans épuiser ses réserves d'énergie? Au XIXe siècle, les scientifiques ne connaissaient pas l'existence de l'énergie nucléaire. Elle a été découverte au début du XXe siècle. Supposons que le Soleil soit une immense boule de charbon de même volume se consumant lentement. À la vitesse à laquelle il brûle et se transforme en lumière qui réchauffe notre planète, en combien de temps épuiserait-il sa réserve d'énergie? La réponse est simple. Pas plus d'1 ou 2 millions d'années. Un problème. Ce n'est pas suffisant quand on sait que les dinosaures existaient déjà il y a 2 ou 3 centaines de millions d'années. On a alors logiquement supposé qu'il existait une autre forme d'énergie, inconnue à cette époque, capable de permettre au Soleil de briller beaucoup plus longtemps. Cette forme d'énergie, on l'a trouvée au début du XXe siècle. C'est l'énergie nucléaire. Le Soleil, comme presque toutes les étoiles, est composé surtout d'hydrogène. En son centre, la température est de 14 millions de degrés. Cette température fait entrer l'hydrogène en réaction nucléaire qui donne de l'énergie. En se consumant, l'hydrogène se transforme en hélium, comme sur la Terre dans une bombe H inventée par les humains. Mais le Soleil n'explose pas. C'est toute la différence. Dans le Soleil, l'énergie est émise d'une façon continue. Ça s'appelle la fusion contrôlée. Sur la Terre, on sait faire des bombes, mais on ne sait pas encore contrôler le débit d'énergie. C'est un projet de recherche très actif. Cette combustion de l'hydrogène du cœur solaire est également la source d'énergie de toutes les étoiles de notre ciel. Elle a 2 effets importants. D'abord, elle dégage de l'énergie qui se transforme ensuite en lumière et en chaleur. Les réserves d'énergie nucléaire du Soleil sont suffisantes pour lui permettre de briller pendant 10 milliards d'années. Plus de problème avec l'âge des dinosaures. Ensuite, elle produit de nouveaux atomes. 4 hydrogènes fusionnent en un hélium. Plus tard, l'hélium lui-même va se transformer en carbone, en azote
et oxygène. Et plus tard encore, par le même phénomène de réaction nucléaire, presque tous les atomes du cosmos vont se former à l'intérieur des étoiles vieillissantes. Grand-père, mais si ces atomes se forment dans les étoiles, comment sont-ils arrivés jusqu'à nous? Les étoiles ne vivent pas indéfiniment. Elles meurent quand elles ont épuisé leurs réserves d'énergie nucléaire. Notre Soleil, selon nos calculs, va mourir dans environ 5 milliards d'années. Il aura alors l'aspect d'une grande nébuleuse, appelée de façon erronée nébuleuse planétaire. Est-ce qu'on en voit ce soir? Regarde le ciel. Tu vois les 3 belles de l'été? Vega dans la lyre, Deneb dans le cygne et Altaïr dans l'aigle. Il y a une très belle nébuleuse près de l'étoile Vega, mais il faut un télescope pour la voir. Toute la matière d'une étoile agonisante, y compris les nouveaux atomes qu'elle aura formés au cours de sa vie, va se répandre dans l'espace et plus tard s'intégrer à des nébulosités de la Voie lactée. De nouvelles étoiles pourront y naître. Certaines auront des planètes comme notre Terre. On y retrouvera des atomes engendrés dans les étoiles défuntes. Grand-père, peut-on savoir comment le Soleil est né? Comment il va mourir? Pour comprendre, nous irons nous promener dans la forêt voisine. C'est une chênaie. Les chênes peuvent vivre très très longtemps. Bien plus longtemps que nous. Parfois jusqu'à 1000 ans et plus. Personne ne pourrait observer tous les événements de la vie d'un seul chêne. Mais en nous promenant dans la forêt, on peut voir des chênes de tous les âges. Des bébés chênes encore attachés au gland qui leur a donné naissance, de petits chênes avec seulement quelques feuilles, de grands arbres majestueux, de vieux chênes déjà agonisants, et enfin, au sol, des arbres morts, couverts de lierre et de champignons qui pourrissent lentement. On peut ainsi reconstituer l'ensemble des éléments de la vie d'un chêne sans avoir à attendre des siècles. Aujourd'hui, nous connaissons bien la vie des étoiles. Nous savons qu'elles naissent dans certaines régions de la galaxie que nous appelons des pouponnières d'étoiles. Elles se forment quand de grandes nébuleuses gazeuses s'effondrent sur leur propre poids. Nous appelons nébuleuse protosolaire celle qui a donné naissance à notre Soleil et au système solaire avec ses planètes, ses météorites, ses comètes, etc. Nous savons comment les étoiles vivent et meurent. Pour chacune, nous pouvons connaître son âge et le temps qu'il lui reste à vivre. Le ciel au-dessus de nos têtes est comme une immense forêt d'étoiles. Comme pour les chênes, on en voit de tous les âges, de toutes jeunes, des étoiles à la moitié de leur vie. C'est le cas de notre Soleil. Des étoiles vieillissantes, des débris d'étoiles mortes. Nous avons sous les yeux toutes les étapes de la vie de notre Soleil, son passé et son avenir, sans avoir à attendre les 5 milliards d'années de la fin de sa vie. Comment évaluer l'âge du Soleil ?